suis d'abord un petit peu désolé parce qu'en 1 heure, on n'aura que le temps de survoler de manière très très superficielle un thème qui mériterait au moins 4 fois un cours de 60 heures à l'université, tant la problématique de la Belgique, telle que vous souhaitez l'aborder aujourd'hui, est compliquée. Parce que vous me posez des questions en histoire, l'histoire institutionnelle, la littérature, les mythes fondateurs, etc. Tout ça sont des thèmes qui ont réclamé la rédaction de très gros volumes que nous ne pouvons pas résumer ici en 1 heure. J'espère donner une bibliographie où je renvoie à mon article sur l'histoire de la notion de démocratie en Belgique depuis 1830, qui est paru sur différents sites internet qui ont été repris, mais encore peu lus parce que nos amis à l'étranger n'osent pas s'embarquer dans une matière aussi compliquée avec des termes institutionnels qu'ils ne comprennent généralement pas. Donc on va voir aujourd'hui 4 points, très superficiellement 4 points. D'abord l'histoire, je dirais antique et médiévale, et on y englobera la Renaissance, des territoires qui forment aujourd'hui la Belgique. Deuxièmement, nous allons parler du contexte de la création de l'État-nation belge au XIXe siècle, dans la première moitié du XIXe siècle. Puis nous allons voir la Belgique au XXe siècle et nous terminerons par une petite esquisse sur la situation actuelle qui, à elle seule, mériterait déjà tout un débat que je préférerais d'ailleurs contradictoire avec l'une ou l'autre personne, tant en Belgique les avis divergent, il n'y a plus de cohésion, il n'y a plus de cohésion nationale, comme il n'y a plus de cohésion non plus à l'intérieur des régions qui forment le royaume aujourd'hui. Donc les gens n'ont plus de mythes qui vont les lier les uns aux autres. La situation actuelle est une situation d'implosion. Donc, qu'est-ce que nous avons, puisque la question qui m'était posée dans le débat qui a précédé cette émission, c'était de savoir quelles étaient vraiment les racines, au fond, les plus anciennes. Sont-ce des racines celtiques, sont-ce des racines germaniques, etc., sont-ce des racines autres? Telle était la question qui m'était posée. Bon, nous sommes évidemment dans le brouillard le plus total, car nous n'avons pas de texte écrit. Nous avons certes des traces archéologiques, mais quant à définir le peuple, ou quant à définir la langue que parlaient les peuples qui nous ont laissé ces traces archéologiques, ça, c'est évidemment une question que nous sommes obligés de laisser sans réponse. La seule question, la seule certitude que nous avons aujourd'hui, c'est que vers moins 4500 avant Jésus-Christ, des ressortissants d'une culture du centre de l'Europe, je dirais de la Souabe, du Palatinat, etc., arrivent dans la région de Liège et fondent un village avec une ferme dite longue, dont on peut voir un exemplaire. Et je conseille très vivement à tous ceux qui ont des enfants, et même aux plus grands, d'aller voir par exemple l'archéosite d'Aubechy, où il y a une magnifique reproduction de cette ferme typique de la civilisation de Michelsberg, dont on est sûr qu'elle a laissé des traces dans nos régions. Il y en a également dans la forêt de Soigne, le long de la voie de chemin de fer Bruxelles-Namur. Il y a aussi des traces de cette civilisation de Michelsberg. Nous sommes donc là à la période charnière entre une préhistoire où on ne peut définir aucune ethnicité dans les populations qui sont chez nous, mais nous avons déjà là une querelle. Maintenant, il semble que la thèse d'une appartenance à la culture de Michelsberg soit celle qui a été retenue par la plupart des historiens, mais on a longtemps polémiqué pour savoir si les premières traces venaient de la civilisation saint-noise-marne du bassin parisien ou si elle venait du Michelsberg, de Rhénanie et du Palatinat. Il y avait donc déjà entre les archéologues une querelle pour savoir s'il y avait une détermination gallique, pour parler comme les
auteurs des atlas historiques les plus récents entre une détermination gallique ou une détermination germanique. Bon, généralement, après, on sait que, bien sûr, nos régions ont connu une population celtophone, ou au moins pré-celtique. Il y a donc eu une celtisation effective de nos régions, à partir d'une matrice celtique périalpine qui se trouvait autour du massif alpin, donc les fameuses civilisations de Latène et de Hallstatt qui ont essaimé à travers toute l'Europe, y compris dans tout le bassin danubien et dans les îles britanniques. Quand César débarque en Belgique, il y a déjà une présence germanique diffuse, certainement chez les Hannuatiques qu'on dit être l'arrière-garde des Cimbres qui était descendu jusqu'en Provence ou jusqu'en Italie cisalpine. Et on va assister, après la romanisation, après que les aigles romaines aient été plantés dans nos régions, à un grand remplacement des populations celtiques par des populations germaniques d'abord romanisées, ensuite de moins en moins romanisées. C'est ce qui va se passer, c'est un grand remplacement qui va s'effectuer sans que l'on ne puisse dire pourquoi. Le meilleur livre que vous puissiez lire sur toute cette problématique a été édité par la communauté française. C'est donc un ouvrage tout à fait officiel qui traite de l'histoire du français en Belgique. Donc qui traite de la romanisation, mais qui traite aussi de cette romanisation, de cette germanisation qui va aussi marquer les dialectes romans en Belgique. Il y a donc un grand remplacement, une disparition progressive de l'élément celtique. Pourquoi y a-t-il eu des épidémies? Est-ce que César a réellement éradiqué la population? On n'en sait rien, je ne le crois pas, puisque sous Auguste, on a la trace dans les campagnes en Germanie d'officiers nerviens et trévires, je crois. Donc, par conséquent, ces peuples, ces tribus n'ont pas entièrement disparu. Est-ce qu'il y a eu des épidémies? Moi, c'est la thèse que j'émettrais. Surtout, on voit que des populations entières, à cette époque-là, peuvent être décimées par une épidémie et elles sont forcément remplacées par des tribus venues d'outre-Rhin. La thèse de la communauté française, des auteurs de cet ouvrage collectif de la communauté française, parle bien entendu d'une germanisation par les auxiliaires des légions romaines, recrutés la plupart du temps en Germanie rhénane, mais aussi en Germanie du Nord, en Scandinavie et dans les régions aujourd'hui néerlandaises. Donc, ce qu'il faut retenir de ces sources à l'époque, c'est qu'il y a déjà un mélange. Il y a un mélange de romanité culturelle et de germanité ethnique. Il y a un esprit impérial qui est d'abord romain et qui, avec les Carolingiens, va se perpétuer. Et cela va être une constante de notre histoire à laquelle j'ai toujours bien écrit que j'entendais demeurer fidèle. C'est le tropisme qui va nous porter vers une impérialité légitime. Cette impérialité va avoir un vernis catholique, mais il semble que nos ancêtres n'ont jamais été des gens tournés vers la bigoterie ou vers une sorte de christianisme fondamentaliste. Non, le christianisme est simplement un véhicule pour la culture antique. On l'aperçoit avec la Renaissance carolingienne au 8e et au 9e siècle. On l'aperçoit par une fidélité au corpus humaniste de la Renaissance au 15e et au 16e siècle, avec la Renaissance, la création de la bibliothèque de Bourgogne par Philippe le Bon, par les Annales d'Empire créées par Juste Lipse à Louvain au XVIe siècle au service de l'Espagne, et cette fidélité catholique et impériale se portera ensuite, bien sûr, à partir du XVIe siècle, sur l'Espagne des Habsbourg, puis sur les Habsbourg d'Autriche, jusqu'à la Révolution française, et c'est la Révolution française, à mon sens, qui va mettre un terme à cet esprit renaissanciste.
qui est renaissanciste au double sens du terme, carolingien et italien byzantin des 15e et 16e siècles. Elle va mettre un terme définitivement. Ce seront effectivement, c'est la querelle des anciens et des modernes. Les modernes vont vaincre militairement ceux qui étaient le véhicule du message des anciens. C'est ça que je voulais dire sur l'histoire antique de la Belgique. J'ai déjà été suffisamment long, j'espère avoir dit l'essentiel. Il y a évidemment, chacun de ces thèmes doit être approfondi, chacun de ces thèmes doit être examiné avec toute l'attention requise, bien sûr.